J'ai emmené mon mari à la fête de départ en retraite de mon père. Il est resté silencieux toute la soirée. Au milieu du dîner, il s'est penché vers moi et a chuchoté. « Nous devons partir. » « Maintenant. » J'ai demandé pourquoi. Il a dit « Je te dirai dans la voiture. » Sur le chemin du retour, il a finalement dit « Ton père n'est pas celui que tu crois. » Ce qu'il m'a dit m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Après 32 ans, je pensais tout savoir sur mon père. Mais un simple avertissement murmuré par mon mari lors de la fête de départ à la retraite de papa a fait voler mon monde en éclats. Ce que Marcus a révélé sur le chemin du retour m'a fait remettre en question chaque souvenir, chaque anniversaire, chaque « je t'aime » que mon père m'avait dit. Je m'appelle Emma Shane Morrison. J'ai 32 ans, je suis enseignante en école primaire et je pensais avoir le modèle familial parfait. Mon mari Marcus et moi étions ensemble depuis 5 ans, dont 3 ans de mariage. Il était du genre calme et analytique, ce qui contrebalançait ma nature émotive et impulsive. Mon père, Walter Shane, prenait sa retraite en tant que chef de la police après 35 ans de ce que tout le monde appelait un service distingué. Ma mère, Diane, avait été à ses côtés à chaque nuit tardive, chaque appel dangereux, chaque cérémonie de décoration. Cette soirée devait être une célébration. Au lieu de ça, c'est devenu la nuit où j'ai découvert que l'homme qui m'avait enseigné la justice vivait dans un mensonge qui allait détruire tout ce en quoi je croyais, la famille, la vérité, et le père que j'avais idolâtré toute ma vie. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde se révélait être quelqu'un que vous n'aviez jamais vraiment connu? Le matin de la fête de départ à la retraite de mon père a commencé comme tant de samedis de mon enfance. Je me suis réveillé dans mon ancienne chambre, chez mes parents, entouré de posters délavés de stars du football et de trophées de l'équipe de débat. L'odeur familière du café de maman qui infusait en bas se mêlait à autre chose qui me serrait le cœur de nostalgie, les célèbres pancakes à la cannelle de papa. « Emma, ma chérie, tu es réveillée », a appelé ma mère Diane depuis la cuisine alors que je descendais, vêtue de mon vieux t-shirt de softball du lycée. « Ton père prépare encore assez de pancakes pour nourrir une armée. » Je les ai trouvés à leurs postes habituels du samedi matin. Papa était au fourneau, retournant les pancakes avec la précision de quelqu'un qui avait perfectionné la technique pendant 3 décennies. Maman était assise à l'îlot de cuisine, vérifiant sa liste pour la fête, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. C'était eux, le rythme immuable d'un mariage de 35 ans qui avait résisté à tout ce que la vie leur avait envoyé. « Voilà ma Amy », a dit papa, utilisant mon surnom d'enfance en faisant glisser une pile parfaite sur une assiette. « Marcus dort encore ? Il est en route. Il devait passer au bureau pour récupérer quelque chose, ai-je répondu en piquant une tranche de bacon dans le plat de service. Je n'arrive pas à croire que tu prends vraiment ta retraite, papa. Je pensais qu'il devrait te traîner hors de ce bureau. Walter Shane Harry. Le grondement profond que j'entendais depuis toujours. À 58 ans, il avait toujours une prestance impressionnante. Grand, les épaules larges, les cheveux noirs parsemés de fils d'argent d'une manière que maman qualifiait de « distinguée ». Sa présence m'avait toujours fait me sentir en sécurité, protégé. Même maintenant, en tant que femme adulte, être près de lui me donnait l'impression que rien de mal ne pouvait jamais arriver. Il est temps de laisser la jeune génération prendre le relais, a-t-il dit, bien que j'ai décelé une pointe de nostalgie dans sa voix. Et puis, ta mère a une liste de projets pour la maison plus longue que mon casier judiciaire. Ton casier judiciaire est assez impressionnant, a taquiné maman. Tu te souviens de l'affaire Hartley ? Tout le commissariat pensait que ce type ne se ferait jamais attraper. Ils se sont lancés dans une conversation facile sur les plus grands succès de papa. Des affaires résolues, des vies sauvées, des méchants mis sous les verrous. J'avais entendu ces histoires des centaines de fois, mais je ne m'en lassais jamais. Mon père n'était pas juste un flic. Il était le genre de flic dont on fait des films. Celui qui entraînait la petite ligue le week-end, qui connaissait chaque enfant du quartier par son nom, qui avait un jour dissuadé un père désespéré de faire une bêtise en partageant ses propres difficultés à élever une adolescente. Marcus est arrivé juste au moment où nous finissions le petit déjeuner, saluant mes parents avec une chaleur sincère. C'est l'une des choses que j'aimais chez lui. Il s'était si bien intégré à ma famille qu'il semblait en avoir toujours fait partie. Papa respectait son intelligence et son éthique de travail. Maman adorait son humour pince sans rire et la façon dont il me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Prêt pour l'installation de la fête, chef ? A demandé Marcus en aidant à débarrasser les assiettes. Juste Walter, maintenant, a corrigé papa avec un sourire.
Nous allons bientôt devenir des pêcheurs professionnels, selon mes plans de retraite. Nous avons passé les heures suivantes à transformer le jardin de mes parents en quartier général de la fête. Maman dirigeait les opérations avec une précision militaire tandis que papa et Marcus suspendaient des guirlandes lumineuses et installaient des tables. Je travaillais sur le diaporama photo, 35 ans de service capturés dans des images soigneusement sélectionnées. Papa recevant son insigne. Papa avec son premier partenaire de patrouille. Papa promu détective. Puis capitaine, puis chef. Notre famille, disséminée partout. Moi à différents âges. Maman vieillissant gracieusement à ses côtés. Toujours son plus grand soutien. Regarde celle-ci, a dit maman, tenant une photo de papa m'apprenant à faire du vélo. Tu étais si déterminé, même après t'être écorché les 2 genoux. Elle tient ça de toi, a dit papa en enlaçant la taille de maman. Cet entêtement des Morrison. L'oncle Byron est arrivé le premier, apportant sa fameuse salade de pommes de terre et des accolades chaleureuses pour tout le monde. Le frère cadet de papa l'avait suivi dans la police, mais était resté au niveau de la patrouille, heureux de faire sa ronde jusqu'à la retraite. Puis est arrivée tante Céleste avec ses jumeaux. Les copains de poker de papa du commissariat, nos voisins, et ce qui semblait être la moitié du département de police. Le commandant Reeves, le meilleur ami de papa et nouveau chef fraîchement nommé, m'a pris à part. Ton père est le meilleur homme avec qui j'ai jamais travaillé, Emma. Ce département ne sera plus le même sans lui. Le soir venu, notre jardin bourdonnait de conversations et de rires. Les enfants couraient entre les tables tandis que les adultes échangeaient des anecdotes sur papa. Les traiteurs que maman avait engagés se déplaçaient efficacement dans la foule, gardant les verres pleins et les assiettes garnies. Tout était parfait, le temps, la nourriture, la compagnie. Je me tenais près de la table des desserts, regardant mes parents danser sur leur chanson. La même sur laquelle ils avaient dansé à leur mariage. Papa a murmuré quelque chose à l'oreille de maman qui l'a fait rire et lui taper gentiment sur la poitrine. C'était ça, l'amour, pensais-je. C'était ce vers quoi Marcus et moi nous dirigions. Je n'avais aucune idée que dans moins d'1 heure, tout ce en quoi je croyais à propos de ma famille volerait en éclats si petit qu'il serait impossible de les recoller. Les ennuis ont commencé pendant le dîner. Nous venions de finir le plat principal quand j'ai remarqué que Marcus n'avait pas touché à son assiette. Son saumon grillé était intact. Les asperges qu'il adorait d'habitude étaient poussées sur le côté. Ce n'était pas son genre. Marcus avait l'appétit de quelqu'un qui courait 8 km tous les matins. Et les traiteurs de maman s'étaient surpassés. « Chérie, ça va ?» ai-je murmuré, me penchant assez près pour sentir son parfum mêlé à autre chose, une sueur nerveuse. Il m'a adressé un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Juste une longue semaine de travail. Mais je connaissais mon mari. Je connaissais la différence entre son visage stressé par le travail et ce que je voyais là. Sa mâchoire se contractait et se décontractait sans cesse, une habitude nerveuse qu'il avait développée à l'université pendant les examens. Ses yeux n'étaient fixés sur rien à notre table. Au lieu de cela, il dérivait constamment vers l'endroit où mon père était assis à la table d'honneur, riant de quelque chose que le commandant Reeves avait dit. « Marcus, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je insisté, posant ma main sur la sienne. Sa main était glacée et tremblait légèrement. En 5 ans de vie commune, j'avais vu Marcus nerveux exactement 2 fois, quand il m'avait demandé en mariage et quand sa mère avait subi une opération d'urgence. C'était autre chose. C'était de la peur. « Pas ici », a-t-il dit doucement, sa voix tendue. « S'il te plaît, Emma, juste pas ici. » Avant que je puisse répondre, papa s'est levé, tapotant son couteau contre son verre. Le jardin est devenu silencieux alors que tout le monde tournait son attention vers l'homme de la soirée. Mon père avait toujours su capter l'attention d'une salle, mais ce soir, il semblait rayonner de satisfaction et de fierté. « Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir », a commencé papa, sa voix portant à travers le jardin. Il y a 35 ans, j'ai prêté serment de protéger et de servir cette communauté. Ça a été l'honneur de ma vie de porter cet insigne. La foule a murmuré son appréciation. J'aurais dû me concentrer sur les mots de mon père, mais je ne pouvais pas arrêter de regarder Marcus. Son visage était devenu blême et il serrait son verre d'eau si fort que j'ai craint qu'il n'éclate. À travers chaque défi, chaque longue nuit, chaque décision difficile, j'ai eu ma boussole. Ma magnifique femme Diane, qui ne m'a jamais laissé oublier pourquoi nous nous battions, et ma fille Emma, qui me rappelait chaque jour pourquoi ce travail était important. Les gens se sont tournés pour nous sourire, à maman et à moi. Je me suis forcé à sourire en retour, mais mon estomac se nouait d'une angoisse grandissante.
Quelque chose n'allait vraiment pas avec Marcus. Papa a poursuivi son discours en parlant d'intégrité, de devoir et de la mince ligne bleue. À chaque mot, Marcus semblait se recroqueviller sur lui-même. Quand papa a mentionné une affaire datant de plusieurs années, quelque chose à propos du démantèlement d'un réseau de drogue, Marcus a véritablement tressailli. « Excusez-moi » a marmonné Marcus en se levant de table. « Les toilettes. » Il est parti trop vite, ses mouvements saccadés et mal à l'aise. J'ai compté jusqu'à 30 avant de le suivre, inventant mes propres excuses à tante Céleste, qui me posait des questions sur nos projets de vacances. Je l'ai trouvé dans la salle d'eau de mes parents, s'aspergeant le visage d'eau froide. Ses mains tremblaient alors qu'il s'agrippait au lavabo. « Marcus, tu me fais peur. Parle-moi. » Il a levé les yeux, croisant mon regard dans le miroir. La peur que j'y ai vue m'a coupé le souffle. « Nous devons partir. » « Quoi ? Non. Papa va bientôt couper le gâteau. Maman l'a commandé à cette pâtisserie spéciale du centre-ville. Il a la forme d'un cygne. Emma, il s'est tourné pour me faire face, me saisissant les épaules doucement mais fermement. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Nous devons partir, maintenant. Pas avant que tu me dises pourquoi. Quelqu'un est malade ? Il s'est passé quelque chose au travail ? Tu fais une sorte de crise de panique ? Je t'expliquerai tout dans la voiture. S'il te plaît. Je ne t'ai jamais rien demandé de tel, mais je te le demande maintenant. Nous devons partir. Le désespoir dans sa voix a percé ma confusion. C'était Marcus. Marcus le stable, le logique, jamais dramatique, qui me suppliait de quitter la fête de retraite de mon père sans explication. Chaque instinct me hurlait que quelque chose était catastrophiquement grave. D'accord, m'entendis-je dire. D'accord, on y va. Nous sommes retournés à la fête où papa posait pour des photos avec son état-major. J'ai attrapé maman entre deux photos, inventant une histoire sur Marcus qui se sentait mal. Probablement une intoxication alimentaire du déjeuner. Son visage s'est plissé d'inquiétude. « Vous avez besoin de quelque chose ? Je peux vous préparer de la nourriture pour plus tard. »« Non, maman. Ça va. Il faut juste qu'on le ramène à la maison. » Le mensonge avait un goût amer sur ma langue. Papa a fait un signe de l'autre côté du jardin en criant « Rétablis-toi bien, fiston ». Marcus a à peine réussi à hocher la tête en retour. Je ne l'avais jamais vu bouger aussi vite que lorsque nous marchions vers notre voiture, comme si quelque chose pouvait nous poursuivre si nous ne nous dépêchions pas. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait les clés. « Je conduis » ai-je dit, mais il a secoué la tête. « Non, j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose. » Alors que nous quittions la maison de mon enfance, laissant derrière nous les lumières de la fête et les rires, mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Sur le siège passager, je me suis retourné pour regarder la maison disparaître, sans savoir que je voyais ma vie d'avant pour la dernière fois. « Marcus » ai-je dit alors que nous prenions la route principale. « Tu dois me dire ce qui se passe, tout de suite. » Il agrippait le volant à s'en blanchir les jointures, la mâchoire crispée en silence. Puis, enfin, les mots qui allaient tout changer. Ton père n'est pas celui que tu crois. Marcus s'est garé sur le parking vide d'une épicerie fermée, les lampadaires projetant des ombres dures sur son visage. Il a coupé le moteur et est resté assis un instant, les mains toujours agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. « Commence à parler » ai-je dit, ma voix plus sèche que prévu. « Tu viens de me faire quitter la fête de retraite de mon père. Ma mère pense que tu as une intoxication alimentaire, alors quoi que ce soit, ça a intérêt à en valoir la peine. » Il s'est tourné vers moi, et la douleur dans ses yeux a fait s'évaporer ma colère. « Tu te souviens le mois dernier, quand j'avais cette conférence sur la cybersécurité à Portland ? Bien sûr. Tu es parti 3 jours. Tu m'as ramené ce mug du centre de congrès. Je suis bien allé à la conférence, mais j'ai aussi rencontré un client privé, une société appelée Meridian Financial. Ils ont été piratés il y a 20 ans. Quelqu'un a accédé à toute leur base de données, y compris les informations sur les clients, les registres de transactions, tout. Ils m'ont engagé pour analyser de vieilles images de sécurité qu'ils avaient récemment numérisées. Je ne comprenais pas où ils voulaient en venir. Marcus, qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ? Il a pris son téléphone, ses mouvements prudents et délibérés. Le pirate a été filmé pendant quelques secondes. La qualité était horrible, mais ils ont utilisé un nouveau logiciel d'amélioration. Emma, quand j'ai vu l'image nette, je n'en revenais pas. Je l'ai passé 5 fois dans un logiciel de reconnaissance faciale. Ma bouche est devenue sèche. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? C'était mon père.
L'homme sur cette vidéo était Walter Shen. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'est impossible. Il y a 20 ans, papa était détective. Il traquait les criminels, pas. C'est insensé, Marcus. Tu as fait une erreur. C'est ce que je pensais. J'étais sûr qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'il était sous couverture. Peut-être que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Alors, j'ai commencé à creuser. Marcus a déverrouillé son téléphone, ouvrant un dossier crypté. Je ne voulais pas y croire, Emma. J'ai passé des semaines à essayer de me prouver que j'avais tort. C'est de la folie. Mon père est un chef de la police décoré. Il a reçu des distinctions du maire, du gouverneur. Emma, s'il te plaît, regarde. Il m'a tendu le téléphone. Le premier document était un relevé bancaire de 2003. Un dépôt de 50 000 $ sur un compte que je ne reconnaissais pas. Puis un autre en 2004 et un autre. Le nom du compte était WC Consulting LLC. Ça pourrait être n'importe qui, ai-je dit d'une voix faible. Marcus a glissé vers le document suivant. Un rapport de police de 2005 signé par le détective Walter Shen. Il détaillait l'enquête sur un conseiller municipal accusé de détournement de fonds. Affaire classée faute de preuves. L'image suivante montrait un dépôt sur le compte de WC Consulting 2 jours plus tard. 75 000 $. Non, ai-je murmuré. Non, ce n'est pas réel. Il y a plus, la voix de Marcus était douce mais implacable. Tu te souviens de l'affaire Donovan? L'homme d'affaires accusé de diriger un réseau de jeux illégal? J'ai hoché la tête, engourdi. Papa avait été l'enquêteur principal. L'affaire s'était effondrée lorsque des preuves clés avaient disparu. Papa avait été furieux, pestant pendant des semaines contre des agents de preuve incompétents. Marcus m'a montré un autre document, un reçu d'expédition pour un box de stockage loué sous un faux nom. Le même box de stockage où les preuves manquantes ont finalement été retrouvées après l'expiration du délai de prescription. L'écriture sur le contrat de location correspondait à celle de mon père. Il ne se contentait pas de prendre des pots de vin, Emma. Il sabotait activement des affaires, détruisait des preuves, intimidait des témoins. Marcus a lancé un fichier audio. C'est une écoute électronique du FBI sur Anthony Volkov en 2008. Il montait un dossier RICO. Une voix rauque a rempli la voiture. T'inquiète pas pour les flics. Shen s'en occupe. Ça nous a coûté 100 000, mais il s'assurera que le témoin ait une amnésie. Puis une autre voix, plus jeune, sceptique. Tu fais confiance à ce type? Ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Il est malin. Jamais gourmand. Jamais négligent. En plus, il a tout ce truc de héros de la communauté. Personne ne soupçonne Captain America. J'ai repoussé le téléphone, la nausée me montant à la gorge. Arrête. Arrête, c'est tout. Il y a encore une chose que tu dois savoir. La voix de Marcus s'est brisée. C'est à propos de ta cousine, Bella. Ma tête s'est redressée d'un coup. Bella avait disparu il y a 15 ans, juste après son 18e anniversaire. Elle vivait avec nous pendant ses études universitaires. Un jour elle était là, le lendemain elle était partie. Papa avait mené l'enquête lui-même, travaillant 18 heures par jour, suivant chaque piste. Il avait été dévasté quand la piste s'était refroidie. Marcus, si tu es sur le point de me dire que mon père a fait du mal à Bella. Il ne lui a pas fait de mal, mais il savait où elle était. Emma, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Ton père lui a donné le choix, disparaître ou mettre toute la famille en danger. Le monde a basculé. Je me suis agrippé à la poignée de la porte, luttant contre la nausée. Tu mens. Elle est vivante, Emma, elle vit à Seattle sous le nom de Rebecca Torres. Je suis en contact avec elle depuis 2 semaines. Elle veut te voir, mais elle est terrifiée. Elle a des enregistrements, des documents. La retraite de ton père n'est pas volontaire. La police des polices se rapproche. Il essaie de s'en sortir avant que tout ne s'effondre. Je fixais mon mari, cherchant sur son visage le moindre signe que c'était une mauvaise blague. Mais Marcus ne mentait pas. Il n'exagérait pas. Il traitait des faits et des données, et la douleur dans ses yeux me disait qu'il aurait souhaité que rien de tout cela ne soit vrai. Montre-moi, ai-je murmuré. Montre-moi tout. Marcus a sorti une tablette de son sac d'ordinateur, ses doigts se déplaçant sur l'écran avec une précision experte. J'ai tout crypté. Plusieurs sauvegardes. Emma, ce que tu vas voir. Montre-moi, c'est tout, ai-je dit, ma voix creuse. Le premier fichier vidéo était une séquence de sécurité granuleuse d'un parking.
L'horodatage indiquait le 15 octobre 2009, 2h47 du matin. J'ai vu mon père sortir d'une berline banalisée et s'approcher d'un autre véhicule. Un homme en est sorti. Je l'ai reconnu comme étant Vincent Carlyle, un promoteur immobilier qui avait fait l'objet d'une enquête pour corruption de fonctionnaires municipaux. L'enquête s'était mystérieusement enlisée après que des témoins clés se soient rétractés. Ils ont parlé moins de 2 minutes. Carlyle a tendu une enveloppe épaisse à mon père. Papa a regardé à l'intérieur, a hoché la tête et est retourné à sa voiture. La désinvolture de la scène m'a retourné l'estomac, comme s'il récupérait son linge au pressing, pas comme s'il vendait son âme. Continue, ai-je dit quand Marcus a fait une pause. Le fichier suivant était un enregistrement audio, la voix d'une jeune femme, effrayée mais déterminée. Je m'appelle Isabella Rosa Martinez. Je fais cet enregistrement le 3 juin 2010, au cas où quelque chose m'arriverait. Bella. Ma douce et drôle de cousine qui m'avait appris à tresser des bracelets d'amitié et me donnait des bonbons en cachette quand maman disait « plus de sucre ». Sa voix a continué. Il y a 2 nuits, je suis rentré tôt de mon service au restaurant. Oncle Walter était dans son bureau avec 2 hommes que je ne connaissais pas. La porte était entr'ouverte. Je les ai entendus discuter d'une cargaison arrivant par le port, de la cocaïne. Oncle Walter expliquait comment il s'assurait que les itinéraires de patrouille évitent certains entrepôts les nuits de livraison. Mes mains tremblaient tandis que la voix de Bella emplissait la voiture. Quand j'ai essayé de reculer, j'ai renversé un vase. Oncle Walter m'a trouvé dans le couloir, le regard sur son visage, je ne l'avais jamais vu comme ça. Froid, calculateur. Il m'a dit que j'avais 2 choix. Partir ce soir et ne plus jamais contacter la famille, ou risquer que tous ceux que j'aimais soient blessés par les gens avec qui il travaillait. Il a dit qu'il nous protégeait tous, que ces hommes n'hésiteraient pas à tuer tante Diane ou Emma si je devenais un problème. L'enregistrement a continué. Bella a décrit comment mon père lui avait donné 10 000 $ en liquide, une fausse carte d'identité et un billet de bus pour Seattle. Comment il l'avait fait répéter sa couverture, une dispute avec ses parents, une fugue avec un type. Comment il l'avait serré dans ses bras pour lui dire au revoir et lui avait murmuré « Je suis désolé, ma fille. C'est le seul moyen ». Marcus m'a ensuite montré des photos récentes de Bella, maintenant Rebecca, devant un café à Seattle. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, mais c'était sans aucun doute ma cousine. Le même visage en forme de cœur, la même habitude nerveuse de passer ses cheveux derrière son oreille. Elle gère une librairie maintenant, a dit Marcus doucement. Elle a une compagne, 2 chats. Elle s'est construit une vie, mais elle n'a jamais cessé de regarder par-dessus son épaule. Depuis combien de temps sais-tu ? Ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait. J'ai confirmé que c'était ton père sur la vidéo de Méridian il y a 6 semaines. J'enquête depuis. Emma, je voulais avoir tort. J'espérais trouver quelque chose qui expliquerait tout. Il a affiché des dossiers financiers s'étalant sur 2 décennies. Des dépôts allant de 25 000 $ à 200 000 $, tous tracés jusqu'à des organisations criminelles que mon père était censé combattre. Les frais de scolarité de mon école privée, que mes parents disaient provenir de l'héritage de maman, payés avec l'argent du sang. Nos vacances en famille, les rénovations de la maison, mon fonds d'études, tout était souillé. Le pire, a poursuivi Marcus en me montrant une note du FBI de 2019, c'est que ton père ne se contentait pas de prendre des pots de vin. Il protégeait stratégiquement un réseau de criminels, de trafiquants de drogue, de passeurs d'êtres humains, de marchands d'armes. Il s'assurait que leur dossier s'effondre tout en maintenant sa réputation de flic intraitable avec le crime. Les criminels qu'il arrêtait étaient surtout leurs concurrents. J'ai pensé à toutes les nuits où papa rentrait tard, épuisé d'avoir mené le bon combat. La fierté dans la voix de maman quand elle parlait de son dévouement. Les décorations sur le mur de son bureau. Tout cela bâti sur des mensonges et de la souffrance. La police des polices monte un dossier depuis 2 ans, a dit Marcus. Une détective nommée Patricia Wong est allée voir le FBI quand son enquête se heurtait constamment à des murs. Ton père a des alliés partout, mais elle a travaillé avec des agents fédéraux. Ils sont à quelques jours de l'arrêter. J'ai saisi la tablette, faisant défiler document après document. Des dépositions de flics qui avaient remarqué des anomalies mais avaient trop peur pour parler. Des photos de mon père rencontrant des criminels connus. Des relevés bancaires montrant des millions circulant à travers des sociétés écrans. Les preuves étaient accablantes, indéniables. Il y a autre chose, a dit Marcus. Ta mère. Je ne pense pas qu'elle sache. Du moins, pas toute l'étendue. J'ai tout examiné et rien n'indique qu'elle était impliquée.
Un sanglot s'est échappé de ma gorge. Ma mère, qui repassait les uniformes de papa avec tant de fierté, qui tenait un album de chaque article de journal mentionnant ses affaires. Elle avait consacré sa vie à un homme qui avait trahi tout ce qu'ils étaient censés défendre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» ai-je demandé, des larmes coulant sur mon visage. J'essayais de trouver un moyen de te protéger, de t'éloigner de lui avant les arrestations. Mais ce soir, en le regardant jouer le père et le grand-père aimant, accepter les éloges de tout le monde, je ne pouvais pas te laisser rester là. Je ne pouvais pas le laisser continuer à faire semblant. Marcus a pris ma main. « Emma, je suis tellement désolé. Je sais que cela détruit tout ce en quoi tu croyais, mais tu méritais la vérité. » J'ai regardé la photo de Bella sur l'écran, puis mon mari. Le poids de 20 ans de tromperie m'écrasait, mais à travers la douleur, une pensée a émergé, claire et nette. La vérité, aussi angoissante soit-elle, valait mieux qu'un beau mensonge. 3 semaines après la fête de départ à la retraite, j'étais assise en face de ma cousine Bella dans un café tranquille de Seattle. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, usée par des années de clandestinité, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle de chaleur que j'avais tant aimée enfant. Quand elle a tendu la main sur la table pour prendre la mienne, nous avons toutes les deux commencé à pleurer. « J'ai voulu te contacter tant de fois », a-t-elle murmuré. À chaque anniversaire, chaque Noël, mais j'étais terrifiée par ce qu'il pourrait faire. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté la nuit de sa disparition. Comment mon père avait été presque doux en détruisant sa vie. Comment il lui avait assuré que c'était le seul moyen de protéger tout le monde. Comment elle avait passé des années en thérapie à essayer de réconcilier l'oncle qui lui avait appris à faire du vélo avec l'homme qui l'avait exilé de sa famille. Le plus étrange, a dit Bella en remuant distraitement son café, c'est que je pense qu'il croyait sincèrement nous protéger. Comme s'il s'était convaincu que travailler avec des criminels était en quelque sorte noble si cela permettait à sa famille de vivre confortablement et en sécurité. 2 jours plus tard, le FBI a arrêté mon père à notre domicile familial. Je n'étais pas là, mais maman m'a appelé, hystérique. Les agents avaient été respectueux mais minutieux, a-t-elle dit. Ils avaient emporté des boîtes de preuves du bureau de papa. Ils avaient trouvé des coffres-forts cachés dont elle ignorait l'existence, remplis d'argent liquide et de disques durs cryptés. Je suis retourné vivre temporairement à la maison pour aider maman à gérer le chaos. Nous étions assises à la table de la cuisine où nous avions partagé tant de repas heureux, triant les avocats, les factures et les débris d'une vie bâtie sur des mensonges. Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû savoir, a dit maman un soir, fixant leur photo de mariage. 35 ans, Emma. Comment n'ai-je rien vu? Il était doué pour compartimenter, ai-je dit, répétant ce que l'agent du FBI nous avait dit. Il gardait ses 2 vies complètement séparées. Tu voyais ce qu'il voulait que tu vois. Mais l'argent? J'aurais dû me demander d'où il venait. Maman, il te disait que c'était des heures supplémentaires et des missions spéciales. Pourquoi aurais-tu douté de lui? C'était ton mari. La confiance n'est pas un défaut de caractère. Le procès a duré 6 mois. J'ai assisté à chaque journée, assise au dernier rang, regardant l'homme qui m'a élevé faire face aux conséquences de ses choix. L'accusation a exposé 20 ans de corruption avec une précision méthodique. D'anciens collègues ont témoigné sur des schémas suspects qu'ils avaient remarqués. Des criminels ont négocié des accords pour décrire comment Walter Shen avait facilité leurs opérations. Le pire jour fut celui où ils ont diffusé des enregistrements de papa discutant de la manière de se débarrasser de preuves dans une affaire de meurtre. La famille de la victime était assise au premier rang, apprenant pour la première fois pourquoi le meurtrier de leur fille avait été libéré. Leurs visages angoissés me hantaient pour toujours. Papa a témoigné le dernier jour. Il portait le même costume que celui qu'il portait à ma remise de diplôme universitaire. Et pendant un instant, j'ai revu le père que j'avais idolâtré. Puis il a ouvert la bouche et a détruit cette image pour toujours. Il n'a pas nié les accusations. Au lieu de cela, il a essayé de les justifier. Il a parlé de services de police sous-financés, de choisir le moindre mal, de subvenir aux besoins de sa famille dans une profession dangereuse. Il s'est dépeint comme un pragmatique dans un système imparfait. Lorsque le procureur l'a interrogé sur Bella, il a carrément dit qu'il lui avait rendu service en l'éloignant des mauvaises influences. Le jury a délibéré moins de 3 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. 25 ans de prison à la perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Alors qu'on l'emmenait, il s'est retourné vers maman et moi. Je n'ai vu aucun remords dans ses yeux, seulement de la déception que nous n'ayons pas compris sa logique tordue. Maman a demandé le divorce le lendemain.
Elle a vendu la maison, incapable de vivre entourée de souvenirs bâtis sur l'argent du sang. Elle a déménagé dans un petit appartement près de sa sœur, commençant une thérapie pour surmonter des décennies de tromperie. Je lui rendais visite chaque semaine, la regardant lentement reconstruire son identité. Marcus et moi sommes sortis plus forts de cette épreuve. Il avait tout risqué pour me dire la vérité, sachant que cela ferait voler mon monde en éclats. Ce genre de courage et d'intégrité est devenu le fondement de notre relation renouvelée. Nous avons commencé une thérapie de couple pour surmonter le traumatisme et les problèmes de confiance qui avaient fait surface. 6 mois après le procès, je suis retourné enseigner. Ma directrice avait été compréhensive, m'accordant un congé pour gérer la crise familiale. Debout devant mes élèves de CE2, j'ai pensé aux leçons que je leur enseignais, l'honnêteté, la gentillesse, la défense de ce qui est juste. Des valeurs que mon père avait prêchées mais jamais pratiquées. Un soir, en corrigeant des copies à la maison, je me suis surprise à écrire une lettre à papa en prison. Je l'ai scellée, puis jetée, puis j'en ai écrit une autre. C'est devenu mon rituel, écrire des lettres que je n'enverrai jamais, pour gérer des émotions trop complexes pour la thérapie seule. Dans une lettre, j'ai écrit « Tu m'as appris à être courageuse, à me battre pour la justice, à protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. L'ironie, c'est que les leçons que tu m'as données sont exactement la raison pour laquelle je ne peux pas pardonner ce que tu as fait. Tu as créé la boussole morale qui maintenant pointe loin de toi. » 1 an plus tard, Bella est venue pour Thanksgiving. Nous avons cuisiné les recettes de maman et raconté des histoires sur les membres de la famille qui nous avaient tourné le dos après le scandale. Certains liens s'étaient brisés de manière irréparable, mais d'autres s'étaient renforcés. Tante Céleste appelait encore chaque semaine. Oncle Byron venait quand il le pouvait, luttant pour concilier les crimes de son frère avec l'homme qu'il avait aimé. Ce soir-là, alors que Marcus et moi faisions la vaisselle, il a demandé « Regrettes-tu de connaître la vérité ?» J'ai réfléchi à cette question qui m'avait tourmenté pendant des mois. Le père en qui j'avais cru était un fantasme, mais la douleur de perdre ce fantasme était réelle. Pourtant, vivre dans l'ignorance aurait été pire. Bâtir ma vie sur un fondement de mensonges, bénéficiant involontairement de la souffrance des autres. Non, ai-je dit finalement. La vérité m'a brisé le cœur, mais elle m'a aussi libéré. Je ne peux pas changer ce qu'il a fait, mais je peux choisir qui je veux être, et cette personne valorise la vérité plus que les mensonges confortables. Marcus m'a serré contre lui et je me suis appuyé sur sa chaleur. Dehors, le monde continuait, imparfait, compliqué, parfois cruel. Mais à ce moment-là, dans l'amour honnête de mon mari et la sagesse durement acquise de la survie, j'ai trouvé quelque chose que mon père n'avait jamais vraiment eu, la paix. Le lendemain matin, je suis retourné dans ma classe. 25 enfants de 8 ans attendaient leur leçon sur l'honnêteté, la gentillesse et le fait de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Je leur enseignais avec conviction maintenant, connaissant le coût de ces valeurs et les choisissant malgré tout. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de voir quelqu'un clairement, de reconnaître la douleur qu'il a causée, et de choisir de guérir quand même. Mon père m'avait enseigné la justice sans jamais la comprendre lui-même. Mais dans les ruines de sa tromperie, j'avais appris quelque chose qu'il n'aurait jamais pu apprendre. La véritable intégrité ne consiste pas à maintenir une image parfaite. Elle consiste à faire face aux dures vérités, à assumer ses erreurs et à choisir d'être meilleur. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être enseignée. Et c'est là que mon histoire se termine. Ou plutôt, là où ma nouvelle vie a commencé. Apprendre la vérité sur mon père a brisé tout ce que je pensais savoir sur la famille, la confiance et les gens que nous aimons. Mais dans ces débris, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que les mensonges confortables dans lesquels j'avais vécu. La force de faire face à la réalité et de construire quelque chose d'authentique à partir de zéro. On dit que la vérité vous rendra libre, mais on ne vous dit pas qu'elle pourrait d'abord tout détruire. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de reconstruire sur ces cendres. J'ai choisi l'honnêteté. J'ai choisi la guérison. J'ai choisi de briser le cycle de tromperie qui avait empoisonné ma famille pendant des décennies. Si vous êtes aux prises avec vos propres secrets de famille ou trahison, sachez que vous n'êtes pas seul. Le chemin de la guérison n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont capables des plus profondes tromperies. Cela ne nous rend pas stupides d'avoir fait confiance. Cela nous rend humains. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour liker cette vidéo. Cela aide vraiment d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message à le trouver. J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Avez-vous déjà découvert quelque chose sur un être cher qui a complètement changé votre perspective? Comment avez-vous guéri et avancé? Vos expériences pourraient aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de la vie réelle sur la famille, la vérité et les manières complexes dont nous nous aimons, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le pensons. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que la vérité peut faire mal, mais vivre dans le mensonge fait encore plus mal. Choisissez le courage, choisissez l'honnêteté, choisissez-vous. Prenez soin de vous tous.